Voilà, parfait. Eh bien, bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre participation active à ces journées. Donc, ça y est, on arrive à la dernière présentation de cette semaine qui a été riche en apprentissage, en présentation. Donc, quelques petits rappels sur les consignes pour le bon déroulement de ces présentations. Donc, merci de bien veiller à ce que vos micros soient coupés. Vous savez que vous pouvez vous connecter par téléphone. Un temps vous sera réservé à la fin de la présentation pour les échanges et les questions. Donc, surtout si pendant la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire sur le chat. On les répondra à la fin. Et sinon, à la fin, levez la main et puis on pourra partager et interagir. Toutes les présentations sont enregistrées. Elles seront mises en ligne sur le nouveau site internet qui n'est pas encore disponible, actif, mais ce sera fait. Et je vous enverrai la semaine prochaine une attestation de présence. Voilà, donc cette semaine, elle a été très riche pour la réactovigilance. On a pu voir... Oups, pardon, je suis désolée. C'était pas le bon... Donc, on a pu voir... je vous partage le bon... Hop là. Voilà. Donc, on a pu voir le règlement, le nouveau règlement d'MDIV qui nous a été présenté par le CIDIV. On a fait un tour des dispositifs disponibles aujourd'hui sur le marché. Donc, je pense que les fabricants, ils sont là aujourd'hui encore pour répondre encore à des éventuelles questions. On a pu voir aussi des retours d'expérience. Donc, d'une part, du CHU de Besançon avec les ABTS Card et d'autre part avec le docteur Bernard Lassalle hier sur les cartes Séraphone. Et aujourd'hui, on arrive en bout de route avec donc une présentation qu'on a fait en commun donc avec Emmanuel, le docteur Emmanuel Boulanger, voilà, ici présente, enfin tourcoing, mais présente quand même. Donc, sur le circuit, les incidents, donc une analyse vraiment détaillée, fine des incidents qu'on a pu avoir avec les cartes de contrôle ultime au lit du malade. Également, il y a l'ANSM qui sera présente. Donc, si vous avez aussi des questions, c'est la dernière présentation. Donc, tout le monde sera présent pour répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne séance de présentation. Et donc, pour ces bilans, est-ce que vous voyez bien ma présentation, bilan 2020, réactovigilance? Parfait. Donc, je vais démarrer cette présentation avec un bilan donc, de l'année dernière sur les incidents qui ont eu lieu en réactovigilance. Donc, avant de le démarrer, je vous propose de faire quelques rappels de réactovigilance, vraiment des rappels généraux sur ce que c'est que la réactovigilance, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ainsi que le circuit de la déclaration, qui doit faire quoi et comment ça doit se passer. Je vous ferai un bilan des déclarations. Donc, j'ai essayé de faire une présentation en entonnoir, donc un bilan des déclarations de la réactovigilance au niveau national, ensuite de la réactovigilance au niveau de la région et ensuite au niveau des cartes de contrôle ultime au lit du malade. Ensuite, nous parlerons des incidents de la chaîne transfusionnelle liés au contrôle de compatibilité, donc aux cartes de contrôle ultime avec Emmanuel Boulanger. Et puis, on reviendra à la fin pour les projets qu'on a pour l'année prochaine. Voilà. Alors, pour démarrer cette présentation, donc quelques rappels. Donc, des rappels vraiment de ce qui est inscrit dans les textes. Donc, la réactovigilance, elle est définie par le Code de la santé publique. C'est vraiment la surveillance des incidents et des risques d'incidents. Donc, ça, c'est un peu ce qui est commun à toutes les vigilances. Mais là, ça va résulter de l'utilisation d'un dispositif médical de diagnostic in vitro. Donc, ça va concerner des défaillances ou des altérations des caractéristiques ou des performances. Je me permets juste parce que du coup, quand les gens ils se connectent en téléphone, je dois désactiver le micro. C'est compliqué de faire les deux. Voilà. Donc, une défaillance, une altération des caractéristiques ou des performances, mais aussi une inadéquation dans l'étiquetage ou la notice d'utilisation. Et ces incidents et risques d'incidents vont être susceptibles d'engendrer directement ou indirectement un risque pour le patient ou un effet néfaste pour l'utilisateur.
Donc ça, c'est vraiment très important de l'intégrer parce que ce n'est pas seulement les incidents, mais il y a aussi les risques qui sont derrière quand on fait des analyses médicales. Donc, le dispositif médical de diagnostic in vitro, ça va être les réactifs, le matériau d'étalonnage, de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système destiné à l'examen in vitro d'échantillons provenant du corps humain pour fournir une information, un état pathologique, un état physiologique, une anomalie congénitale, une compatibilité entre un donneur et un receveur ou encore des contrôles de mesures thérapeutiques. Ça, ce sont vraiment les définitions définies dans le Code de la santé publique. Alors, comment ça se passe dans le global? Si on a une vue globale de cette réactovigilance qui va être dans un premier temps ascendante, donc on va avoir les techniciens ou les professionnels de santé qui sont sur le terrain, qui vont être confrontés à ces incidents et à ces risques d'incidents. Donc tous les utilisateurs, ils doivent le signaler au niveau du correspondant local. Le correspondant local de réactovigilance, il est en charge de pouvoir recueillir ces incidents, de les analyser, de les enregistrer et de mettre en place des mesures locales pour pouvoir pallier à ces incidents et les arrêter. Et c'est le correspondant local qui va devoir faire le relais et le signaler d'un côté auprès du fabricant, donc ça c'est obligatoire. Au niveau de l'ANSM, donc pour la réactovigilance, ça devrait être quasiment systématique, mais aussi au niveau des vigilances. Et ça, c'est vraiment un point important d'attention parce que le correspondant local de réactovigilance, il doit être en contact direct avec les autres correspondants locaux. Et c'est le cas ici pour cette semaine où on parle des cartes de contrôle ultime au lit du malade. Quand il y a des problèmes avec ces dispositifs de cartes de contrôle ultime, il faut que le correspondant local de réactovigilance puisse transmettre l'information au correspondant local d'hémovigilance. C'est très important. Ensuite, il va devoir aussi transmettre ces informations au niveau de l'ARS en cas d'incident, d'événements indésirables graves liés aux soins. Donc, toutes ces informations, une fois qu'elles vont être remontées, le correspondant régional, il est en contact donc direct avec l'ARS et l'ANSM. On va se transmettre les informations entre nous pour pouvoir analyser ces incidents. Donc l'ARS, d'une part, va faire cette remontée au niveau du correspondant régional, donc ici moi-même, et l'ANSM aussi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir traiter vos incidents. Donc ça, c'est vraiment le circuit de la réactovigilance ascendante. Et ensuite, on va avoir la réactovigilance descendante. Donc, une fois qu'on a reçu ces informations, ces déclarations, le correspondant régional va les traiter et il va se mettre en relation avec l'ANSM et l'ARS. L'ANSM, l'ARS, le fabricant et les vigilances vont faire un retour au niveau du correspondant local de réactovigilance et le correspondant local de réactovigilance va transmettre les informations au niveau des utilisateurs. On redescend l'information, la réactovigilance descendante. Donc voilà pour avoir vraiment cette vue globale de comment vont être traitées les déclarations en réactovigilance qui est en fait c'est le parallèle exact de ce qui se fait aujourd'hui en matériaux-vigilance. Donc, pour les cas particuliers des cartes de contrôle ultime au lit du malade, je vous l'ai dit, il faut que tous les résultats en cohérent que vous puissiez observer au niveau du terrain, que ces personnes-là puissent être sensibilisées pour les remonter au niveau du correspondant local de réactovigilance ou celui d'hémovigilance. Ça dépend aussi de comment est structurée, comment elles sont organisées vos équipes au sein de l'établissement de santé. Mais il faut qu'ils soient remontés au niveau du correspondant local. Et le correspondant local, qu'il soit celui de Réacto ou celui d'Hémo, il faut qu'ils se mettent en relation afin que l'incident puisse vraiment être traité dans sa globalité. Et c'est le correspondant local qui va ensuite faire le relais avec l'ANSM, avec l'ARS et avec le fabricant. Donc, pour faire une déclaration, le correspondant local, il a donc deux possibilités, comme la matériovigilance. On a le portail de signalement, donc il suffit de se connecter sur le portail de signalement et de cocher la case réactovigilance. Un formulaire, il va être ouvert en ligne et
Ça va vous guider tout au long de votre déclaration avec les informations indispensables pour le traitement de votre déclaration. Ou alors, il y a toujours la possibilité d'aller chercher, télécharger la fiche de déclaration d'un incident de réactovigilance sur le site de l'ANSM. Donc, c'est une fiche papier où on va inscrire, on va inscrire exactement ce qui s'est produit, que ce soit dans le global, dans la réactovigilance ou bien dans pour les cartes de contrôle ultime au lit du malade, c'est le même formulaire. Donc ça, c'est très important. Et moi, je continue à vous inviter vraiment à passer par le portail, puisque c'est le portail qui va devenir le canal unique de déclaration pour toutes les vigilances. Donc, ces formulaires papier, ils vont finir par disparaître. Et puis, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, puisque le portail il est connecté directement à l'ANSM et à l'ARS. Et donc, toutes les informations, il n'y a pas de perte d'informations. Tout est mis directement, tout est interconnecté. Ça évite aussi les pertes de mails, de fax, voilà. Et ça évite aussi les erreurs de saisie quand on nous envoie des formulaires écrits à la main, manuscrits. Quand on passe par le portail des signalements, tout est inscrit informatiquement et c'est beaucoup plus simple pour le traitement derrière. Voilà pour ces rappels vraiment concernant les déclarations. Un rappel également sur les fiches d'enregistrement. Tous les établissements sont tenus d'avoir un correspondant local de réactovigilance. Le correspondant local de réactovigilance, il faut remplir cette fiche d'enregistrement pour que ça puisse être officiel au niveau de l'ANSM. Donc, c'est une fiche que vous retrouvez aussi sur Internet et qui doit être remplie à chaque fois qu'il y a un changement de correspondant. Donc, à la différence de la matériovigilance, le correspondant local de réactovigilance, il doit être soit un médecin, biologiste par exemple, soit un pharmacien. Donc ça, c'est obligatoire d'avoir un des deux profils. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Puisque j'ai fait un bilan de mes fiches de contact dans la région et que c'est quelque chose qui est encore pas encore tout à fait assimilé. Puisque dans les établissements de santé et aussi l'EFS, ce sont les deux catégories où on a une obligation d'avoir un correspondant local de réactovigilance. Donc aujourd'hui, dans les établissements de santé, on a recensé 239 établissements. J'ai dans mon fichier 527 contacts et tous les établissements de santé, petits, gros, moyens, des cliniques, à partir du moment où vous allez avoir des dispositifs médicaux tels que je vous ai donné comme définition de diagnostic in vitro, que ce soit de la biologie délocalisée avec des petits automates qu'on va utiliser en urgence, des automates de gazométrie en réa, des automates d'urgence pour la troponine, des autotests, des tests de grossesse, des tests pour la glycémie. Tout ça, ça fait partie des DMDIV. Donc, à partir du moment où vous avez ces dispositifs-là chez vous, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une personne responsable pour les incidents qui seront concernés. D'accord? Donc, au niveau, et ça c'est un peu différent, il y a aussi tout ce qui est laboratoire d'analyse médicale. J'ai aussi un fichier avec des contacts. Eux, ils ne sont pas tenus légalement de déclarer un correspondant local. Donc, s'il n'y a pas un correspondant local, c'est le directeur du laboratoire qui est désigné d'office. Voilà, c'est le cas particulier, mais pour la plupart des établissements de santé et l'EFS, c'est obligatoire. Donc, au global, 404 contacts aujourd'hui enregistrés auprès de l'ANSM sur les 608. Donc, j'ai formalisé 64% avec des fiches. Et si je regarde, parce que j'ai fait du coup une analyse détaillée de ces fiches, parce que je n'arrive pas à voir comment pouvoir faire pour les avoir toutes. Donc, j'ai calculé que j'ai 38% d'établissements où j'ai effectivement une fiche avec un correspondant de matériaux et un correspondant de réacto. C'est très bien, je vous en remercie, mais ce n'est pas assez. Ensuite, j'ai 26% des établissements où j'ai un correspondant, j'ai quelqu'un dans mon fichier, mais je n'ai même pas de fiche. Je sais juste qu'il fait de la matériovigilance. J'ai 20% des établissements où j'ai seulement une fiche de matériovigilance, un correspondant en matériovigilance, mais pas de réactovigilance. J'ai 9% d'établissements où j'ai personne, ni matériaux, ni réacto.
J'ai 4% où j'ai matériaux et réactos, j'ai du monde, mon fichier il est bien rempli, il est à jour, mais j'ai pas de fiche. Et enfin, j'ai quand même 3% des établissements qui m'ont donné une fiche avec un correspondant de réacto, mais qui ne m'ont pas donné la matériau. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi la complexité et l'importance de pouvoir avoir des contacts auprès de vos établissements, parce que dès lors que l'ANSM a une alerte ou a des informations à vous transmettre, ou même moi au niveau régional, quand je veux vous inviter à des journées ou à participer à des formations ou à des nouveautés, de l'e-learning, il y a plein de choses, plein d'informations qui sont relayées, et ben, il faut que ça soit officiel. Voilà, j'espère que le message est passé. Donc, j'attends que vous puissiez, vous, de votre côté, vérifier vos fiches et voir ce qu'il manque. Voilà pour cette partie. Alors, je vous propose du coup de passer, faire un bilan des déclarations. Donc, on va vraiment partir d'abord du national. Donc, au niveau du national, et je l'ai présenté aussi ce bilan mercredi au niveau de la matériovigilance, c'est pour que vous puissiez voir donc, la différence de nombre qu'on a de déclarations en matériaux et en réacto. Donc, pour la réactovigilance, on est plus dans les 1600 déclarations par an avec une constante. Tous les ans, c'est à peu près 1600. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment encore à améliorer parce que ça prouve forcément qu'il y a de la sous-déclaration. Donc, ça, c'est essentiel de pouvoir sensibiliser vos services à pouvoir faire ces déclarations et vous, les correspondants locaux de réactovigilance, à remonter vos problématiques au niveau de l'ANSM. Hier encore, on en parlait, l'ANSM était présente aussi. Et c'est ce qu'on disait. En fait, on va un peu plus dans la facilité avec la réacto parce qu'on va avoir les laboratoires en direct, on va les appeler, on a un problème avec un lot, on fait un échange de lot, on n'en parle plus, on continue. Et en fait, c'est ça qui pose problème, c'est que il n'y a pas cet échange, il n'y a pas ce partage entre les différents établissements. Parce que si vous, vous êtes dans votre établissement, que vous avez eu un problème avec un lot, vous faites ça dans votre coin, vous appelez le laboratoire, vous échangez le lot, et ben vous empêchez les autres établissements qui sont autour de pouvoir profiter, entre guillemets, de ce rappel peut-être de l'eau, de cette problématique. Donc, vous empêchez vos confrères et vos consoeurs qui sont autour de pouvoir aussi être au courant qu'il y a des problèmes. Parce que ce n'est pas le laboratoire qui va prévenir tous les établissements en disant attention, au CH de Tourcoing ou au CH de Roubaix ou au CHU de Lille, il y a eu un échange de l'eau parce qu'il y a peut-être un problème. Ils ne le feront pas. Donc, c'est vraiment au correspondant local de réactovigilance de pouvoir remonter à l'ANSM et l'ANSM, elle va analyser cette problématique au niveau national en disant est-ce qu'on a eu d'autres problèmes? Quelqu'un m'a désactivé mon micro. Peut-être que je parle trop ou trop vite, vous me le dites. Bon, donc ça, c'est la clé des vigilances, la clé de la réactovigilance, c'est la déclaration. Et la déclaration, ça permet le partage entre les établissements afin que ces incidents, ces risques d'incidents ne se produisent ou ne se reproduisent ailleurs. D'accord? Donc là, on le voit clairement que c'est vraiment insuffisant comme nombre de déclarations, ou alors c'est qu'il n'y a jamais de problème, mais ça m'étonnerait fort. Voilà. Alors, au niveau, donc, cette fois-ci, de la réactovigilance descendante, il y a eu en tout 217 alertes au niveau de la NSM qui ont été descendues au niveau des correspondants locaux de réactovigilance. Et les correspondants locaux, ils ont dû partager ces alertes avec le terrain. Donc, il a pu s'agir de retrait de l'eau, mais aussi de rappel de l'eau, des informations de sécurité, des points d'information, des communiqués de presse et aussi la NSM pour les alertes descendantes fait aussi des décisions de police sanitaire. Bien, alors si on regarde au niveau de notre région, les Hauts-de-France. Alors en 2020, il y a eu un total de 1414 incidents, dont 1348 en matériovigilance et seulement 66 en réactovigilance. Donc, ça représente vraiment une toute petite partie, 5% des déclarations qui sont faites en réactovigilance. Alors, les établissements de santé qui ont le plus déclaré en 2020, et je vous en félicite, même si ce n'est pas beaucoup,
Donc, 6 déclarations pour le siège de Doullens. 5 déclarations pour le centre médical Oise Picardie. 4 déclarations pour le groupement Creil-Saint-Lys. 4 déclarations, donc domicile du patient, ça veut dire que c'est le patient qui a déclaré. Effectivement, dans le circuit de la déclaration, tous les professionnels libéraux et les patients peuvent aussi aller sur le portail et déclarer directement à l'ANSM. Donc, les patients sont aussi bien positionnés puisqu'ils déclarent beaucoup aussi tout ce qui concerne les réactifs avec les tests glycémiques. Alors, ensuite, nous avons le siège de Dunkerque, l'EFS Hauts-de-France, des laboratoires tels que Synlab ou Serballiance et le CHU d'Amiens. Voilà, j'ai fait le top. Hein. Après, il y en a d'autres qui ont déclaré, mais ça descend en dessous de 2. Donc, c'est toutes une déclaration, une pour arriver à 66. Alors, si on regarde un petit peu les dispositifs qui ont été les plus fréquents dans ces déclarations, donc ici, au niveau national, sans trop de surprise, tout ce qui est la virologie avec le Covid-19. Et ensuite, on revient à la glycémie avec la biochimie, puisqu'on a beaucoup de déclarations aussi au niveau des patients. Donc, on a la troponine, on a des analyseurs multidisciplinaires, on a la mycoparasito, on a de l'identification bactériologique, des antibiogrammes, de la culture, de l'hémato, de la recherche d'agglutinine irrégulière, de la virologie avec l'hépatite B. Et on voit qu'on descend. Les cartes de contrôle ultime au lit du malade sont vraiment au bas de la liste. J'ai fait pareil, le même bilan dans notre région. Donc, nous, on n'est pas avec le plus de déclarations. Ce ne sont pas les déclarations Covid, mais nous, on reste sur les antibiogrammes et les analyseurs utilisés en routine. Et c'est pareil, les cartes de contrôle ultime au lit du malade sont vraiment en dernière position. Alors, dans la typologie des signalements, donc si je regarde ces 66 déclarations qu'on a eues, donc 85% des déclarations sont faites par le fabricant. Donc, ce n'est même pas le local qui le déclare. Au niveau local, j'ai que 15% d'établissements qui font 15% de ces 66. Et quand je regarde le détail de ces 15%, j'ai 7% qui me font du CERFA papier et 8% qui passent par le portail. Donc là, c'est vraiment encore pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, c'est de vraiment faire vos déclarations via le portail des signalements. Si on regarde la gravité des incidents, donc sans trop de surprise pour la réactovigilance, ce sont des incidents qui vont être pour la majorité sévères, donc 89% des incidents sévères, 5% d'incidents critiques. Tout est passé en sévère, en réactovigilance, forcément, parce que derrière, on a vraiment un risque de retard du diagnostic, un risque de prise en charge du patient, et on a un énorme biais en réactovigilance, c'est qu'on ne voit que ce que les biologistes arrivent à arrêter. On ne voit que ce que les biologistes arrivent à éviter. Ça veut dire que souvent, on n'a pas d'antériorité du patient, et on laisse passer un résultat qui n'est pas correct. Et en fait, le biologiste, il va signaler, il va faire une déclaration quand il voit qu'il y a eu un problème, quand il voit qu'il y a vraiment un résultat qui est faux, qui est inquiétant. Mais sinon, il y a beaucoup de résultats qui peuvent passer. Et souvent, ces déclarations, quand elles vont être faites, c'est que derrière, il y a effectivement un gros risque pour le patient. Donc, on les passe en sévère systématiquement. Alors, si on regarde donc dans l'analyse des incidents, cette fois-ci pour les cartes de contrôle ultime au lit du malade, donc là, on a fait un bilan avec Emmanuel vraiment sur les 10 dernières années, donc de 2011 jusqu'à 2021, puisqu'en fait, c'est tellement peu qu'on a essayé de vraiment regarder tous les cas, tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Donc, au niveau national, on a eu 251 incidents sur les 10 dernières années concernant les cartes de contrôle ultime au lit du malade, quelles qu'elles soient, celles qu'on a vues avec les fabricants. Ça concerne les AB tests, ça concerne les safety, ça concerne les Séraphone. Et donc, sur ces 251 incidents, on en a eu 19 dans les Hauts-de-France. Donc, 19 réactovigilance. Donc, si je regarde un petit peu dans le détail, dans les incidents qui se sont produits en fonction des différents produits qu'on a vus,
On a 212 déclarations qui ont été faites pour les safety ces 10 dernières années, 46 pour les AB test cards, sachant qu'elles ont commencé à être commercialisées, donc non pas en 2011, mais en 2015, et 4 signalements pour les Seraphol. Donc, bien sûr, ces données-là, ça va être aussi en fonction des établissements. Plus on va avoir d'établissements qui vont utiliser une certaine carte, plus on a de risques, on multiplie le risque d'avoir des erreurs, du mésusage, voilà, tout ce qu'on a vu tout au long de cette semaine. Donc, on a aujourd'hui 1317 établissements dans le national et j'ai fait la même analyse au niveau régional. Donc, ces 10 dernières années, on a eu 15 déclarations avec les safety, 3 déclarations avec les AB tests et une avec la Seraphol pour un total de 112 établissements transfuseurs dans la région. Alors, la question, elle se pose, encore une fois, sous déclaration, oui, la réponse, elle est claire. Et en plus, aussi, quand est-ce qu'on va avoir le plus envie de déclarer quelque part, c'est quand on fait un changement. Quand on passe d'une Seraphol à une safety, quand on passe d'une Seraphol à une AB test, quand on passe d'une AB test à une Seraphol, d'une safety à une Seraphol, c'est là où les utilisateurs vont dire « Ah, ça a changé, avant j'aimais bien, mais non, j'aime plus, ça marche pas, c'est pas bien ». Les gens, ils ont du mal avec le changement, à changer de technique, à changer de sens de lecture. Donc là, ils vont déclarer. Mais sinon, voilà, c'est pas quelque chose qui va être fait autant que c'est fait aujourd'hui en matériovigilance. Donc, j'ai repris ces incidents au niveau national et au niveau régional, année par année, pour voir s'il n'y avait pas d'autres facteurs, d'autres biais. Et en fait, effectivement, dans ce qu'on voit ici, en 2012, il y a eu énormément de déclarations au niveau de la safety. Donc, moi, j'ai été chercher l'information. Je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'une année comme ça, on déclare tout d'un coup autant d'incidents. Et donc, en fait, il s'avère qu'en 2012, il y a eu un problème au niveau de la production de Diagast et qu'il a fallu faire un énorme retrait de l'eau. Et donc, à l'époque, l'ANSM avait fait des recommandations, une info-reco, donc une information-recommandation auprès de tous les utilisateurs en demandant à tous les correspondants de déclarer systématiquement à chaque fois qu'ils avaient un problème avec la safety. Donc, c'est ce qui a été fait. Et donc, ça prouve bien ce qu'on dit sur les sous-déclarations. C'est que là, on a voilà, les gens qui ont déclaré à chaque fois qu'il y avait un problème. On est à 80, 83 déclarations, alors que les autres années, on se retrouve avec une. Donc, c'est quand même assez flagrant. Donc, j'ai fait des petits calculs en fonction du nombre d'établissements transfuseurs et en fonction du nombre de transfusions qui sont faites aujourd'hui. Donc, j'arrive aujourd'hui, donc j'avais que je m'excuse, j'avais que les chiffres pour la safety et la B-test. Mais en fréquence d'incident, on est sur 1 cas pour 100 000 safety tests ou cards et 1 cas pour 110 000 cartes AB test. Et la fréquence des agglutinations anormales, 1 cas pour 200 000 safety et 1 cas pour 180 000 AB test. Sachant que les rapports, ça, ce sont des chiffres, des études aussi qui ont été faites par l'ANSM en 2018, je le précise. Sachant que les rapports, vous l'avez vu avec les fabricants, la tendance, elle est en train de s'inverser, puisqu'avant, il y avait beaucoup de safety, pas beaucoup d'AB tests. Ensuite, ils sont arrivés à un équilibre. Et aujourd'hui, il y a plus d'AB tests. Je crois qu'il y a 80% des sites qui ont des AB tests et 20% des safety. Donc, pareil, au niveau de la région, on voit bien le pic de 2012 et puis les petites déclarations qui ont eu lieu ensuite au fil des années pour chacune de ces cartes, avec aussi très peu de déclarations au niveau de la Seraphol. Donc, si je regarde, donc là, j'ai regardé le type de dysfonctionnement qu'on peut rencontrer avec ces cartes de contrôle ultime. Donc là, je suis partie des 262 incidents au niveau national pour avoir un peu plus que ça soit un peu plus significatif. Donc, 68% des incidents concernent des faux positifs. Donc, des faux positifs. Par contre, et ce qui est là le plus grave,
ce sont les faux négatifs, donc 15% des incidents qui vont concerner des faux négatifs, donc une poche ou bref un sang d'un patient qui va être positif et qui va être détecté en tant que négatif. Donc là, ça peut être très dangereux. Ensuite, on a 10% de résultats qui va être discordant. Donc, discordant, ça veut dire que, en fait, la NSM n'a pas eu, quand vous avez fait votre déclaration, le résultat qui était attendu. On ne savait pas si le patient était A, B, O, bref. On sait juste que la carte n'a pas donné le résultat qu'on attendait, mais on ne sait pas les groupes, quels groupes étaient concernés. Donc, ça, c'est très important aussi. N'oubliez pas de le mettre dans le contexte de votre déclaration. Qu'est-ce qu'on avait comme groupe, qu'est-ce qu'on attendait comme groupe et qu'est-ce qu'on a obtenu au final. Parce que ça aide aussi dans l'analyse pour savoir si c'était un faux positif, un faux négatif, ça change tout. Ensuite, des résultats qui sont erronés. On a eu aussi des déclarations sur des défauts qualité visibles. Donc, il y a eu, quand j'ai regardé dans le détail des déclarations, parfois il y avait des cartes qui n'avaient pas le réactif. Un problème de production, effectivement, la carte qui est sortie vierge, ou alors un défaut d'étiquetage avec la date de péremption qui n'était pas bonne. Donc, ça a pris aussi un certain retard pour la prise en charge d'un patient. Et au niveau national, toujours pour ces cartes PTU, en termes de gravité, donc c'est pareil. 70% d'événements qui ont été analysés en tant que critiques et 70% en tant que sévères et 26% en tant que critiques, avec des conséquences derrière, retard de transfusion, destruction des poches et une désorganisation des soins. Donc, avec ce bilan-là, je passe la parole donc à Emmanuelle qui va vous détailler avec des cas pratiques ce qu'elle a eu comme incident et on pourra comparer justement ce qu'on a eu comme déclaration en réactovigilance et en hémovigilance. Je pense que vous allez être surpris. Voilà, Emmanuelle, merci. Merci Daniela, vous m'entendez bien? Hein, j'espère. Je suis en direct de Tourcoing. Je remercie Victoire Lovie qui m'a gentiment prêté son bureau. Je vais partager mon écran. Alors, voilà, normalement, le voilà. Voilà, j'espère que vous voyez tous mon écran. Je vais mettre en diaporama. Je ne suis pas sûre qu'il veuille se mettre en diaporama, mais on va rester comme ça. Alors, merci à tout le monde. Hein. J'ai vu beaucoup de correspondants d'hémovigilance se connecter, en plus des correspondants de Reacto. Alors, vous avez entendu le message. Hein. Il faut vraiment envoyer vos coordonnées à Daniela et comme ça, vous aurez plein d'informations. Vous allez être dans un réseau et vous vous sentirez jamais seul, j'espère. Alors, voilà, c'est un travail donc, de la cellule régionale d'hémovigilance des Hauts-de-France qui a repris justement à la demande de Daniela pour ces journées de Reacto les incidents graves de la chaîne transfusionnelle liés au contrôle de compatibilité ABO. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les firmes qui commercialisent les dispositifs. Alors, comme vous le savez, c'est ce contrôle ultime pré-transfusionnel au lit du patient, c'est le dernier verrou de sécurité qui fait peser une lourde responsabilité sur le personnel soignant transfuseur. Donc, il obéit comme au théâtre hein, à une règle qui est l'unité de lieu de temps d'action. L'unité de lieu, c'est un contrôle qui est effectué au lit du patient et en sa présence. Donc, oui, dis-moi. Les diapos, elles ne défilent pas. Je sais pas. Elle ne défile pas, d'accord. D'accord, alors. Pour être sûre. Non, mais tu as raison. Je vais essayer comme ça. Est-ce que là, elle défile les diapos? D'accord, alors je n'étais pas sur le bon écran.
Voilà. Donc, merci Daniela, l'unité de lieu. Hein, donc, l'unité de temps, c'est qu'il faut contrôler simultanément les données d'identification du receveur et celui de la poche de concentré de globules rouges à transfuser. Et l'unité d'action, c'est comme vous le savez, l'ensemble des contrôles réalisés par une seule et même personne qui est celle qui va poser la transfusion du PSL. Et là, j'insiste sur la notion d'éviter les interruptions de tâches qui sont la première cause des incidents, des événements graves associés aux soins selon les rapports HAS. Et en transfusion sanguine, on sait combien dans la chaîne transfusionnelle, l'interruption de tâches peut être à l'origine d'erreurs humaines. Donc, c'est cette même personne qui va faire les contrôles, poser la transfusion et rester donc les 15 premières minutes pour la surveillance immédiate de la transfusion. Ce contrôle doit être renouvelé pour chaque unité transfusée au rythme de leur pause, hein, d'où la difficulté en transfusion massive, et elle est obligatoire pour chaque PSL, donc concentré de globules rouges, mais aussi concentré de granulocytes. Hein, c'est de temps en temps le cas dans les unités d'hématologie, y compris les produits autologues et compatibilisés, et y compris en urgence vitale, qui parfois est extrêmement difficile. Alors, comme vous le savez, comme le savent les correspondants d'hémovigilance, selon le Code de santé publique, l'incident grave de la chaîne transfusionnelle, c'est un incident qui peut concerner toutes les étapes de la chaîne transfusionnelle, de la collecte de sang et de ses composants, en passant par la qualification, la préparation, la conservation, la distribution, la délivrance et l'utilisation. Incident dû soit à un incident technique, soit à une erreur humaine, et qui est susceptible d'affecter la sécurité ou la qualité des produits et entraîner des effets indésirables. On dit qu'un incident est grave lorsqu'il est susceptible d'entraîner des effets indésirables graves. Or, que dit la réglementation? Elle dit que tout professionnel de santé qui constate ou qui a connaissance d'un incident grave a l'obligation en fait de le signaler. Hein. Ce n'est pas encore à l'étape de la déclaration, mais c'est un signalement. Signalement le plus rapidement possible auprès du correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé, ou s'il n'est pas disponible, son suppléant, éventuellement le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine référent, qui est là aussi pour vous aider. Ce correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, hein, donc il a un rôle d'analyse du dysfonctionnement, mais il va procéder à une déclaration d'incident grave de la chaîne dans le logiciel de déclaration qui est logiciel IFIC de l'ANSM que connaissent bien les hémovigilants. Et donc, cette déclaration est reçue en temps réel à la fois à l'ARS par les médecins coordonnateurs régionaux d'hémovigilants, mais également des hémovigilants EFS qui ont une visibilité dessus, et puis l'ANSM, bien sûr, qui le voit donc en temps réel. Donc, en fait, j'ai fait donc sur la base régionale IFIT de la région Hauts-de-France, j'ai fait une requête et j'ai trouvé en fait assez peu de déclarations d'incidents graves liés à cette étape du contrôle de compatibilité ABO. Il y a seulement 7 FIG déclarées entre 2011 et 2021. Ce qui fait, selon les années, un taux de déclaration variable entre 0 et 2,5% de toutes les FIG. Donc, effectivement, un incident, c'est une nature d'incident volontiers sous-déclaré, comme l'a dit Daniela. Et donc, dans ces 7 FIG, elles provenaient de 5 établissements, 2 publics, 3 privés. Quand on regardait la nature du dispositif, 5 FIG sont relatifs à la safety card, mais c'est vrai que ce dispositif était jusqu'à présent très utilisé. Aujourd'hui, il l'est un petit peu moins puisque beaucoup d'établissements ont maintenant ont basculé dans la nouvelle référence Diagast qui est la B-Test Card, pour laquelle je n'ai constaté que 2 FIG. Et il n'y a pas eu dans notre région de FIG relative à la Sérafol, mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'incident, hein, puisque la Sérafol est assez peu utilisée, mais on a quand même, je crois, un de nos CHU qui l'utilisait jusqu'à il y a peu, et quelques autres établissements, mais en minorité. Donc, dans 5 de ces dysfonctionnements, il y a des conséquences patients, des conséquences produits, hein, ce qui justifie
produit en soi à la figue, et en particulier retard transfusionnel et destruction de produits, ce qui est toujours embêtant puisque voilà, éthiquement c'est ennuyeux, mais en plus ce sont des produits qui sont facturés aux établissements de santé et donc un CGR aujourd'hui revient à peu près à 200 €. C'est donc voilà, c'est des économies de santé potentielles quand on peut éviter. Donc, on a croisé les fichiers avec Daniela et donc avec cette figue IFIT et 19 déclarations de réactovigilance selon les bases ANSM dans notre région de France sur les 10 dernières années, une seule déclaration était commune, si bien qu'on arrive à 25 déclarations, c'est encore assez peu. Et on sait aussi que c'est sous-déclaré parce que dans les analyses des causes de destruction, parfois on a le motif problème de contrôle ultime pré-transfusionnel. Donc on sait que c'est un motif de destruction de produits, mais que ça ne donne pas forcément lieu à une déclaration. Donc j'espère qu'on va voir un petit peu une augmentation de ces signaux pour participer à l'amélioration de ces dispositifs. Alors les voilà, les 7 figues de la région Hauts-de-France. Donc vous voyez que les anomalies observées donc en fait sont assez variables. Globalement, on peut avoir deux grands types de dysfonctionnements. Des dysfonctionnements côté poche, côté concentré de globules rouges, où effectivement on peut avoir une réaction positive inattendue. Ou au contraire, ce qui est plus embêtant, un défaut d'agglutination alors que cette agglutination ou cette réaction positive était attendue. Et puis dans d'autres cas, c'est côté patient que ça va poser problème avec parfois des réactions positives inattendues du côté du patient. Et donc là, on va se poser la question, s'agit-il du bon patient? N'y a-t-il pas eu une inversion, une erreur receveur? On se pose toujours la question. Donc, il faut évidemment revenir au contrôle de concordance documentaire, qui est l'étape juste avant. Ou est-ce qu'il n'y a pas, ce qui est un petit peu plus embêtant, même une usurpation d'identité, puisque ça, c'est quand même une des hantises voilà, en matière d'identito-vigilance. Donc, vous voyez, avec des conséquences pour les patients. Alors, moi, je vais détailler 2 cas marquants qui sont le 3 et le 4 de cette liste. Donc, d'abord, ce cas numéro 4. Donc, cas marquant qui correspond à une réaction positive inattendue du côté du patient. Donc, c'est arrivé le 1er septembre 2020 dans un établissement de santé privé. Le patient est un monsieur de 55 ans de phénotype érythrocytaire A connu. En raison d'escarres très profonds et hémorragiques, il est anémique et son taux d'hémoglobine est à 6,6 g. Donc, il y a une prescription de concentré de globules rouges en urgence relative, donc un délai de mise à disposition de 2 à 3 heures. Et le site EFS, qui est la structure de référence, va délivrer donc un CGR de phénotype A. Donc, le contrôle de compatibilité ABO utilise un dispositif de type Safety Card et on sait, d'après la déclaration, l'incident, la figue saisie par l'hémovigilant, que le test est effectué sur 4 cartes différentes. Malheureusement, il n'est pas précisé donc si c'était des lots différents, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour savoir dans un établissement, on doit pouvoir avoir au moins 2 lots si on veut changer de lot. Mais en tout cas, il y a plusieurs acteurs, puisqu'il y a au moins 2 infirmières du service de réanimation différentes qui effectuent ce contrôle. Et en fait, elles observent à chaque fois une réaction d'agglutination inattendue du côté du patient avec le réactif anti-B, alors qu'il s'agit d'un patient de groupe A. Donc, voici les résultats obtenus. Donc là, nous avons la chance d'avoir une photographie. Et ça, c'est un message que je voudrais faire passer auprès de vous et auprès des utilisateurs, du personnel soignant transfuseur, des hémovigilants qui font les formations au contrôle ultime. C'est que lorsqu'il y a une anomalie, aujourd'hui, c'est relativement facile de faire une photographie avec son téléphone portable. Et puis ensuite, cette carte est anonymisée. Vous voyez que comme on est sur IFIT, il n'y a pas d'identité patient, donc on raye l'identité patient, mais au moins on a le résultat obtenu. Donc vous voyez en fait
que du côté du patient, vous avez donc le patient est anémique, bien sûr, ce sont des réactions faibles, mais vous avez donc bien une agglutination du côté A, mais vous avez une agglutination du côté B, alors que ce patient est de groupe A. Côté poche, vous voyez que la poche, le sang est beaucoup plus concentré et on a bien une réaction avec l'anti-A, pas de réaction avec l'anti-B. Alors, que s'est-il passé? Donc, ils ont eu le réflexe de faire appel au conseil transfusionnel EFS et vous savez tous que il y a possibilité en appelant l'EFS 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à disposer d'un conseil transfusionnel. Vous avez en premier lieu un technicien et ensuite vous pouvez donc vous entretenir auprès d'un biologiste d'astreinte qui peut être donc en région Hauts-de-France ou Normandie, puisque c'est le FS Hauts-de-France Normandie. Donc sur les conseils de ce biologiste et réaliser un prélèvement sanguin du patient pour contrôle du phénotype érythrocytaire ABO, puisque le patient n'avait jamais été au préalable transfusé dans l'établissement. On décide de ne pas transfuser le CGR et par conséquent, le CGRA va être détruit parce qu'en fait, comme le CGR est sorti de la structure de délivrance et qu'il est arrivé dans le service de soins, le délai pour la transfusion de ce produit est limité à 6 heures. Donc, malheureusement, le temps d'avoir les contrôles et d'avancer, d'avoir des éléments d'enquête, malheureusement, c'est souvent le cas que le CGR ne peut être transfusé dans ce délai de 6 heures et il est donc perdu. Et comme il y a dans cet établissement un dépôt d'urgence vitale, finalement, il y aura recours donc à un CGR de groupe O du stock d'urgence vitale de l'établissement. Mais tout cela va désorganiser la chaîne du soin dans le service et entraîner un retard transfusionnel. L'hypothèse qui était mise chez ce patient, c'est celle de la présence d'agglutinine froide dans le sang du patient. Et donc, il y a invitation à faire un nouveau contrôle après réchauffement de la carte Safety Card à 37 degrés. En effet, il se trouve que dans cet établissement, les Safety Cards étaient conservées à froid. Vous savez qu'elles doivent être conservées entre 2 et 25 degrés. Et parfois, pour des questions pratiques, comme on n'a pas de salle, d'endroit où c'est monitoré jusqu'à 25, on va les mettre au froid, mais finalement, du coup, elles sont assez froides. Et voilà ce qui se passe pour ce patient après réchauffement de la carte. Vous voyez que les données sont conformes à l'attendu, c'est-à-dire que pour ce patient, on a bien une agglutination avec l'anti-A, pas d'agglutination avec l'anti-B sur une carte qui a été réchauffée à 37. Alors, ça peut se faire dans une étuve. Voilà, quelquefois dans les laboratoires, il y a des étuves à 37. Donc, ou sinon, dans les mains aussi, on peut réchauffer les cartes. Donc, en fait, finalement, le patient, son contrôle de phénotype érythrocytaire ABO, il est bien donc de phénotype A confirmé. Il a une recherche d'agglutinine froide dans le sang qui est négative, mais on sait que c'est une technique peu sensible, qu'il ne faut pas hésiter à la refaire et que parfois, on trouve l'agglutinine froide de façon indirecte, soit par un COOMS positif C3D ou une IgM monoclonale. On sait chez des patients qui ont une petite hémopathie lymphoïde B. Un signalement de réactovigilance est fait auprès de la firme et voici la réponse faite par la firme. Elle répond conformité des dispositifs avant utilisation, analyse virtuelle des cartes techniquées, probable erreur commise dans la procédure d'utilisation des cartes, quantité de sang, absence de chaloupage, support jetable non jeté entre chaque cupule. C'est-à-dire il y a possible, enfin le fournisseur met en avant un problème d'utilisation technique et pour lui, il n'y a pas de problème au niveau du dispositif. Toujours est-il qu'un mois plus tard, dans le même établissement, le même dysfonctionnement s'observe chez un autre patient, toujours de phénotype A, et cette fois, même sur carte réchauffée, la réaction d'agglutination inattendue persiste. Et donc, le correspondant d'hémovigilance a fait une seconde figue, mais là, il n'y a pas eu de retour de la firme. Je comprends que ça puisse être un petit peu décevant de faire une déclaration sans avoir de retour de la nature du dysfonctionnement. Ne vous découragez pas. Donc,
En ce qui concerne le second cas marquant, donc c'est le cas qui correspond donc au troisième de ce tableau, c'est une réaction positive inattendue des hématies, mais cette fois les hématies du CGR, un CGR de groupe B qui réagit de façon anormale avec le réactif anti-A. Donc, c'est un incident qui s'est produit le 19 janvier 2017 dans un établissement public. Le patient transfusé était un homme de 84 ans de phénotype érythrocytaire A avec une anémie profonde avec 4,9 g d'hémoglobine. La structure de délivrance, c'est l'EFS qui a délivré un CGR de phénotype B. Le contrôle s'est fait avec le dispositif AB Test Card, c'est-à-dire la nouvelle référence Diagast. Et on sait que le contrôle a été fait sur 3 cartes différentes, provenant d'au moins 2 lots différents par 3 infirmiers différents. Donc, que tous les 3 ont observé une réaction faiblement positive avec l'anti-A avec cette poche de sang de groupe B. Alors, voici les résultats. Donc, vous voyez les 3 cartes également anonymisées. Ici, l'étiquette correspondant donc au CGR qui est donc de phénotype B. Et effectivement, on observe dans les puits correspondant à l'anti-A un halo rougeâtre qui disparaît seulement partiellement. Mais clairement, quand on analyse les images, on a l'impression, quand on regarde notamment l'autre puits qui est le puits de l'anti-B, qu'il y a quand même eu un gros pâté et que sans doute le dépôt de sang au niveau du CGR a été assez généreux. Or, le CGR a une hématocrite élevée, je rappelle que c'est entre 50 et 70%, c'est beaucoup plus concentré, d'autant qu'en face, vous avez un patient qui est anémique, très anémique dans le cas présent, et donc il y a un réel contraste. Donc, quand on met trop de sang du CGR, ça va être très difficile à laver. Et donc, que s'est-il passé dans cet établissement de santé? Vous avez un infirmier référent. Alors, je n'arrive plus à passer ma diapo. Voilà, vous avez un infirmier référent en hémovigilance, comme il y a dans de nombreux établissements. Et donc, l'infirmier référent en hémovigilance va refaire le contrôle pour essayer un petit peu d'analyser le dysfonctionnement. Et là, on voit que le dépôt de CGR, le dépôt de sang du CGR à transfuser est relativement raisonnable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dépôt à l'excès, mais on voit toujours ce halo rouge avec l'anti-A qui est inattendu, qui ne disparaît pas après lavage. Donc, il y a donc eu cette figue faite par le correspondant d'hémovigilance pour ce résultat inattendu. Donc, dans ce second cas marquant, l'EFS a également été contacté pour un conseil transfusionnel auprès du biologiste d'astreinte. Le phénotype érythrocytaire de la poche a été contrôlé par le site EFS. Donc, la poche a été renvoyée à l'EFS et sur le boudin, on a bien contrôlé qu'il s'agissait d'un phénotype B confirmé. Ce CGR donc, qui a été retourné n'a donc pas été transfusé, il est donc détruit, donc il est facturé bien sûr, et le CGR, un nouveau CGR est délivré par l'EFS. Cette fois, les contrôles sont corrects, le patient est transfusé avec quand même un retard transfusionnel, une désorganisation des soins. Bon, heureusement, il n'y avait pas de situation d'urgence vitale, mais du coup, on a perdu quand même un petit peu de temps et d'énergie dans cette réaction inattendue. Là aussi, il y aurait eu un signalement de réacto. Bon, et là aussi, on ne sait pas s'il y a une réponse de la firme à ce sujet. Donc, dans tous les cas, ces incidents graves peuvent avoir donc plusieurs conséquences. Si je résume ces conséquences, le CGR souvent n'est pas transfusé et il est donc détruit à cause du délai de 6 heures qui est assez vite atteint. Il y a un retard de soins, un retard transfusionnel pour le patient et ça, c'est vraiment problématique en cas d'urgence vitale. Parfois nécessité de recourir au CGRO du stock d'urgence vitale, donc ça peut indirectement être une cause de surconsommation de CGRO, puisqu'on utilise 2 CGR, il y en a un qui part à la poubelle et donc après on a un recours au haut. Nécessité de prélever
le patient pour un contrôle de son phénotype érythrocytaire ABO. Donc, vous voyez, spoliation de sang pour le patient, perte de temps pour le personnel soignant, un acte de biologie supplémentaire, parfois nécessité d'un contrôle de phénotype ABO sur le CGR à transfuser, perte de temps, désorganisation des soins. Et puis, les effets collatéraux dont on ne parle pas, c'est les doutes, c'est la perte de confiance de la part du personnel soignant utilisateur du dispositif qui en fait va se remettre en question et donc va finalement se demander si il a raison de se fier à ce contrôle. En tout cas, nous, on encourage à la réalisation d'une double enquête, un partenariat entre hémovigilance. Vous voyez qu'on s'entend très bien avec Daniela. Et ben, ce serait super que sur le terrain, il puisse avoir ce partenariat hémovigilance, réactovigilance pour que finalement ces déclarations puissent avoir un double poids. Et puis, malheureusement, j'espère que ça pourra s'améliorer. Des réponses un peu tardives, aléatoires et inconstantes de la firme qui commercialise le dispositif. Mais c'est justement pour ça que c'est important de bien documenter les déclarations. Alors, que faire lorsqu'on a cette réaction inattendue lors du contrôle ultime de compatibilité ABO? Alors, bien sûr, ce qu'on recommande, y compris dans les formations du personnel soignant, ne pas transfuser, bien sûr, c'est quelque chose qui arrête la transfusion. Évidemment, il faut se référer à l'étape préalable de contrôle de concordance patient, PSL, document pour être sûr, bien sûr, que c'est le bon patient, le bon produit au bon patient. Ça, ça doit être le premier réflexe. Le médecin prescripteur, médecin responsable de la transfusion, celui qui est dans l'établissement et qui serait appelé en cas d'effet indésirable receveur, il faut le prévenir parce que s'il y a un retard transfusionnel, il faut qu'il le sache. Ne pas hésiter à solliciter son avis. Alors, ça pose aussi le problème de la formation médicale puisque, on le sait, beaucoup de praticiens n'ont pas tellement l'habitude. Ils délèguent complètement l'acte transfusionnel au personnel infirmier et ils leur font confiance, mais du coup, ils ne savent pas interpréter les cartes. Moi, j'encourage dans tous les établissements où on peut avoir les internes, les praticiens, les faire participer aux formations, au contrôle ultime. Si on change de dispositif, les médecins, c'est bien qu'ils soient aussi, qu'ils puissent assister aux formations, même si ce n'est pas facile avec les effectifs soignants et médicaux en ce moment. Le recours transfusionnel à l'EFS, il ne faut vraiment pas hésiter, ils sont là pour ça. Alors, c'est très difficile par téléphone, mais on peut envoyer les photos aujourd'hui, donc il y a cette possibilité-là. Renouveler le contrôle. Alors, renouveler le contrôle, moi, j'encouragerais aux choses suivantes. Donc, changer de carte, mais aussi changer de numéro de lot. Ça veut dire que dans un établissement, y compris un petit établissement de santé, il faut s'assurer d'avoir au moins 2 lots différents pour pouvoir changer de numéro de lot et changer d'opérateur parce que changer de main, c'est important. Quelquefois, on a la poisse, ça ne marche pas. Donc, changer d'opérateur pour changer de geste, c'est intéressant, c'est important et ça peut aider. Et puis, lorsque donc vraiment il y a un souci, là, il faut documenter, c'est-à-dire qu'il faut conserver les cartes, tracer les numéros de lot et faire des photos, parce que c'est ça qui va permettre de documenter le signalement, la déclaration, et c'est ça qui va inciter la firme à un petit peu se mouiller, à répondre, parce que évidemment, s'il n'y a pas tout ça, ça va être très difficile de répondre. Informer son correspondant d'hémovigilance préféré et informer son correspondant de réactovigilance pour qu'il y ait donc cette double enquête, cette double déclaration, une information de la firme. Voilà. Merci pour votre attention. Je vais repasser la parole à Daniela. C'est bon. Merci beaucoup vraiment pour ces exemples. Donc, on a pu vraiment voir, constater déjà la différence entre de déclaration entre la réacto et l'hémovigilance et surtout voilà, des messages qui sont très importants, très forts, donc, pour pouvoir sensibiliser le personnel, vraiment à prendre des photos et à transmettre. Et ensuite, voilà, comment est-ce qu'on va traiter ça entre les expertises, les différentes expertises des correspondants locaux, de l'EFS, de l'ANSM. Donc tout ça, c'est important que la chaîne, elle puisse se faire bien à tous les niveaux pour que derrière, le fabricant, justement, il puisse avoir le
l'occasion de répondre et d'analyser analyser les incidents, analyser ce qui a pu se passer avec l'œil expert finalement, non seulement sur les lots qu'il a, mais aussi sur l'habitude qu'il a de voir les différents mésusages. Voilà, donc on a bien tenu, on est déjà à 17 heures, donc je vous propose du coup de passer tout de suite aux questions. J'ai vu qu'il y a des questions qui ont commencé à être posées. Alors, peut-on expliquer une surconsommation de produits sanguins par ces faux positifs? Alors, je vais répondre, hein. Alors, une surconsommation, je n'irai pas jusque-là parce que nos établissements de santé transfuseurs sont de bons élèves et nous avons un taux de destruction de produits qui est de 0,85%, il me semble, d'après les derniers chiffres. On est en dessous de la cible qui est de 1%. Donc, il n'y a pas de surconsommation de produits sanguins globalement, hein, à cause de ces positifs, heureusement, parce qu'on était récemment en situation d'alerte, on était très bas au niveau des stocks, à la fois au niveau régional et national fin octobre, quand il y a eu les appels nationaux aux dons. C'est plutôt dans la désorganisation des soins, hein. Bon, évidemment, quand ça arrive, le produit perdu, bah, c'est ponctuel. Et puis, pour un petit établissement, perdre un produit, ça peut tout de suite le monter son pourcentage, hein. Si vous transfusez 50 CGR dans une année, vous en détruisez un, bah, vous êtes à un pourcentage de 2%. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une cause de perte de produits. C'est surtout une cause de perte de temps, de désorganisation, et puis on utilisera plusieurs cartes. Et ces cartes, elles sont quand même pas données. Et en plus, je crois que les tarifs ont monté. On m'a dit que les tarifs là, de la safety étaient en train de monter. Bon, donc voilà. Mais c'est plutôt dans la désorganisation des soins, le côté chronophage, la perte de temps, d'énergie. Et le fait que le soignant il va forcément dire j'ai fait de travers, alors que c'est pas, hein, voilà. Donc il y a cette enquête. Alors c'est vrai qu'il y a des dérives, hein, notamment ce qui est important, c'est quand on change de dispositif. Et il y a beaucoup de nos établissements qui ont basculé, qui ont changé de dispositif. On a nos 2 CHU qui ont basculé ces derniers mois. Et ça, c'est un travail énorme de formation, d'information. Il faut une énergie folle. Et on est toujours, enfin, je pense que, bon, elles diront si je me trompe, mais c'est vrai que les hémovigilants ont vraiment très à cœur de sécuriser ce contrôle ultime qui est en fait vraiment le dernier verrou de sécurité et qui peut, voilà, qui permet de détecter des erreurs d'incompatibilité ABO, hein. Voilà. Je crois qu'il y a Monsieur Reich qui a levé la main. Oui, merci. Petite précision, je pense sur le deuxième cas, Madame Boulanger, c'était à l'époque, alors Lise Dibon m'entend, mais elle peut confirmer, à l'époque, on avait vu une hypersensibilité sur en l'occurrence sur le A, sur les cartes ABO test. Et de ce fait, nous, on en a tiré la leçon en QBD. Donc, ce genre de problème ne devrait plus se poser chez nous. C'est... Oui, je comprends. Ce que vous dites, parce que du coup, c'est vraiment l'expertise, voilà, de EFS avec le fabricant et des leçons qu'on en tire derrière. Et d'ailleurs, c'était la question, je ne sais pas, Anne Boulestin, est-ce que... Oui, je suis là, oui. J'avais une question aussi, c'est comment, enfin, pour bien montrer à notre réseau, quand il y a une déclaration, comment est-ce que derrière, tu vas pouvoir la traiter avec le fabricant? Est-ce que le fabricant, il est obligé de te donner en retour une réponse, une expertise? Comment ça se passe dans le... Alors déjà, je vais faire une remarque concernant ce qui vient d'être dit sur l'expertise de l'UFS en lien avec le fabricant. Donc, je tiens à souligner que si on parle de la même chose, la NSM est intervenue de manière importante dans son dossier. On a été très présent dans la gestion de ce souci. Et tout à l'heure, j'ai relevé quelque chose dans la présentation de Madame Boulanger, c'est signalement de réactovigilance auprès du fabricant. Donc, auprès de l'industriel. Donc, je ne voudrais pas être politiquement incorrecte, mais je trouve que ça serait bien aussi que les signalements de réactovigilance soient faits auprès de la NSM, parce que là, typiquement,
S'ils sont faits uniquement auprès du fabricant, nous, on ne les a pas et on ne peut pas investiguer dessus, et notamment les compiler. Alors oui, alors je pars d'une figue, hein, donc la figue, elle, va monter à la NSM. Le circuit de réactovigilance, je le connais beaucoup moins, et d'ailleurs, je l'ai appris en écoutant Daniela, hein, Moi, puisque je ne je l'ai suis dit pas au début de la réactovigilante, je suis présentation. hémovigilante. Donc, j'ai rapporté ce qui était noté dans la figue, mais je ne, voyez, Non, mais voilà, donc c'est très d'où bien. l'importance de ces journées de réacto. Et j'espère qu'à l'ANSM, et pour nous c'est un grand mystère, mais j'espère qu'à l'ANSM, les hémovigilants partagent des déclarations qui concernent la réacto ou la matériau avec la vigilance concernée, puisque vous êtes dans la même maison. Après, je comprends que pour la biovigilance qui est à l'agence de biomédecine, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut traverser la rue à Saint-Denis, mais non, ils sont un petit peu plus loin que nous, hein. Mais on partage aussi. Donc en fait, oui, c'était pas une critique par rapport à vous, mais c'était plutôt pour rappeler aux réactovigilants qui seraient présents à cette réunion que, d'ailleurs, puisque vous, évidemment, vous ne pouviez pas le savoir, mais rappeler aux hémovigilants, enfin aux personnes, enfin tout le monde, enfin les utilisateurs, ceux qui constatent ce type de soucis et qu'une carte de contrôle pré-transfusionnel, idéalement, il faut faire 2 déclarations. Une réclamation d'hémovigilance auprès donc, des hémovigilants et une déclaration de réactovigilance auprès de la NSM. C'est ça. C'est ce que je rappelais au début de ma présentation aussi. J'ai essayé d'insister dessus. Il faut vraiment qu'il y ait cette… Parce qu'uniquement, voilà, signalement de réactovigilance auprès du fabricant, non, signalement de réactovigilance, c'est auprès de l'ANSM. Et après, concernant les liens entre l'hémovigilance et la réactovigilance, eh bien, mon homologue en hémovigilance, Yves Sandy et moi, on travaille main dans la main depuis des années. Et c'est vrai que régulièrement, on se passe des figues ou des déclarations. Et quand IMAD voit qu'il y a eu un souci qui pourrait concerner une carte de contrôle pré-transfusionnel ou plus largement concerner un réactif utilisé, enfin, voilà, un réactif ou un automate, enfin, que ça pourrait impliquer aussi la réactovigilance, il me passe la figue. Moi, je l'enregistre dans ma base et puis on pose des questions, je pose des questions aux fabricants par la suite. Donc, et inversement. Alors après, c'est vrai que parfois, on peut oublier de se passer les figues ou les déclarations, mais au maximum, on essaye de le faire. D'accord, bah c'est rassurant de le savoir parce que nous, on est toujours embêtés d'aller demander du travail déclaratif pour faire du travail déclaratif. Donc, c'est vrai que voilà, chacun fait sa part. Une double déclaration, c'est important, mais je pense qu'après, il faut qu'il y ait un retour, que le correspondant local qui ait fait sa déclaration, ce qui peut valoriser le mieux son travail, c'est d'avoir un retour, se dit quelqu'un est là qui va s'occuper de ce que j'ai dit et qui va me répondre. Et je pense que, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas de temps dédié, c'est toujours des choses en plus, c'est toujours du bénévolat. Et ça, c'est quand même, ils ont besoin d'être nourris aussi de ce retour sur leur déclaration. Alors actuellement, donc nous, en fait, en réactovigilance, jusqu'à il y a quelques années, on faisait… Enfin, quand on avait de la matière, bien sûr, pour clôturer un dossier, parce que parfois, les investigations menées par le fabricant ne sont pas conclusives ou pas forcément suffisamment étayées pour pouvoir être transmises. Mais on faisait un courrier de clôture, j'en ai montré un à Daniela il y a quelques jours, où on faisait un courrier circonstancié, où on indiquait les investigations qui avaient été faites et nos conclusions. Alors le souci, c'est que là, ces dernières… bon là, avec la crise Covid, on est complètement embolisé, donc on n'a plus du tout le temps. Mais c'est vrai qu'en matériaux-vigilance, il y a une masse de déclarations qui a fait que, bon, c'est très compliqué de le faire et actuellement, nos procédures le prévoient que pour les incidents critiques ou alors sur demande de la personne. Après, il y a une possibilité aussi, c'est de nous téléphoner puisque vous avez le nom de l'évaluateur en charge du dossier sur le courrier qui est transmis au déclarant, nous appeler et on peut… en discuter, vous dire voilà, on a eu un retour du fabricant ou on n'en a pas eu, on relance, ou même envoyer des éléments complémentaires. Vous pouvez tout à fait nous appeler, ou Daniela. Ou… Oui, c'est pour ça que pour moi, c'était important ces réunions ensemble pour vraiment que le réseau, notre réseau terrain, il puisse voir que on est là et il y a du monde et il y a des interlocuteurs, que ce soit en hémovigilance, en réacto, à la NSM, donc le fabricant aussi. Donc,
il ne faut pas hésiter à vraiment faire le lien avec tout le monde et pour à la fin avoir une vraie expertise derrière. Et c'est notre travail. Donc, Et même, vous pouvez nous appeler, nous aussi, enfin, on est 3 en réactovigilance au niveau national. Si vous nous appelez directement, il n'y a pas de souci, on vous répondra. On ira chercher votre incident dans la base et on vous dira, voilà, on a une réponse, on n'a pas eu de réponse, c'est en cours, etc. Et après, sur l'obligation du fabricant de nous répondre, alors oui, le fabricant est tenu de répondre à l'ANSM. Et après, c'est vrai que pour certains dispositifs, typiquement pour les cartes, on va faire une demande de rapport final et les firmes vont nous répondre. Et par contre, c'est vrai que pour ce type d'incident, on sait qu'on a on va dire, entre guillemets, un taux de défaillance connu. On sait que chaque année, on va en avoir un certain nombre. Et c'est vrai qu'on surveille plutôt l'augmentation, un effet lot, par exemple, si on a des déclarations qui sont centrées sur un lot de cartes de contrôle pré-transfusionnel, ou alors si on avait une augmentation globale sur un des dispositifs. Bon, là, il y en a 3 sur le marché français. Si, par exemple, on avait un pic de déclaration sur un, ça nous alerterait en se disant qu'il se passe quelque chose et que là, on doit être plus pressant auprès du fabricant. On lui poserait plus de questions avec un délai de réponse plus contraint. D'où l'importance de déclarer pour que nous, on puisse faire cette analyse et mettre en évidence, par exemple, un souci sur un lot. Exactement. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, par exemple, si on a un souci sur un lot de réactifs, c'est vrai que nous, je vais prendre l'exemple d'un lot de réactifs, mais on peut l'appliquer aussi à un lot de cartes de contrôle pré-transfusionnel. Pour nous, l'urgence, ça va être la mesure auprès du fabricant. Donc, on va vraiment se concentrer sur nos interactions avec lui pour obtenir, par exemple, le retrait du lot, voire le faire nous-mêmes si on a un fabricant qui est un peu récalcitrant. Et c'est vrai que dans ce cas-là, le retour auprès des déclarants, je suis désolée de le dire, il passe après. On est vraiment sur la mesure pour obtenir, par exemple, un retrait de l'eau le plus vite possible. Merci Anne pour ces informations. Bon, voilà, n'oubliez pas de donner votre téléphone alors dans le chat. En fait, quand les gens déclarent, ils ont ma ligne directe sur le... Voilà, il faut déclarer, c'est bien ce que je disais. Vous déclarez, vous avez ma ligne directe, vous avez mon mail, vous avez tout, voilà. Alors, je vois que Lise dit bon, elle a sa main levée. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On ne vous entend pas. Pas de son. Oui, donc merci de me donner la parole. Je souhaitais compléter ce que disait aussi Madame Boulestin. Effectivement, hein, nous sommes tenus de répondre à l'ANSM et à chaque fois qu'on reçoit une déclaration, nous engageons donc des investigations, les numéros, auprès du lot, etc. Donc ça, il y a vraiment un travail qui est fait. Et je voulais vous dire aussi que chaque mail ou chaque appel qui est fait à la hotline est tracé et ouvert par un ticket. Et effectivement, dès qu'il y a un ticket d'ouvert, nous allons donner un rapport d'analyse. Alors après, les conclusions seront peut-être différentes en fonction des cas. Et si on reçoit justement une réclamation directement par un appel d'utilisateur, nous allons chercher aussi si on a déjà eu une déclaration dans le numéro de lot qui est impacté. On fait aussi ce genre de recherche et de recoupement qui vont nous aider aussi à comprendre ce qui peut se passer. Bon, ça arrive très peu. Moi, j'en ai pas beaucoup vu des recoupements, mais les lots sont quand même très importants, donc ça peut arriver qu'on ait une ou deux réclamations sur un même numéro de lot, mais après, des investigations sont faites et les causes ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et je rappelle aussi que le fabricant, il est tenu, il a l'obligation de déclarer. D'ailleurs, je vous l'ai montré dans mes graphiques. Quand il a des soucis aussi, il faut que ça soit remonté au niveau de l'ANSM. Donc, et pour avoir vraiment une analyse complète, on doit avoir les deux déclarations, celle du local et celle du fabricant pour pouvoir croiser les données. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas ni en réacto ni en matériaux, malheureusement. Soit on a des déclarations fabricants, soit on a celles des utilisateurs, mais pas rarement, mais on a quand même des doublons, ce qu'on appelle les doublons, qui ne sont pas vraiment des doublons, mais c'est important d'avoir les deux côtés et le fabricant, il est aussi obligé. Et d'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, en réactovigilance, le fabricant, il déclare plus que les établissements. Donc, on n'a pas la version de l'établissement, on a la version du fabricant qui reporte
les tickets, ce que vous avez dit, les tickets de ce que les utilisateurs ont pu remonter comme information au fabricant. Donc moi, ça ne va pas. Voilà, je voudrais ajouter une précision là-dessus. Déjà, pour les déclarants, quand vous nous faites une déclaration d'incident, nous, on interroge immédiatement le fabricant sur ce que vous nous avez déclaré. Donc, on transmet au fabricant et on lui demande, on lui pose des questions, on interroge immédiatement le fabricant. Voilà. Et après, oui, concernant les déclarations qui sont faites uniquement par le fabricant, nous, donc dans la déclaration faite par le fabricant, est mentionné le lieu de survenue. Et donc, si on a des interrogations concernant la déclaration que nous a fait le fabricant ou qu'on a besoin d'éléments complémentaires, on va écrire dans ce cas-là au lieu de survenue mentionné dans le rapport du fabricant et on leur posera les questions si on a besoin. Voilà. D'où l'intérêt aussi de gagner du temps. Si on a les deux déclarations complètes, c'est mieux. Oui, voilà. C'est vrai que bon, si on n'en a qu'une, à chaque fois, on pallie, mais c'est vrai que quand on a les deux, c'est parfait. Donc. Voilà. Eh bien, on a dépassé, mais c'était pour le plaisir de, de pouvoir clôturer cette semaine. Je ne sais pas si est-ce que vous avez d'autres questions. Profitez. De toute façon, vous savez qu'on est là, qu'on est disponible. Moi, ça a été un vrai plaisir cette semaine de pouvoir vous apporter toutes ces présentations, ces intervenants qui ont été d'excellente qualité à chaque fois. Merci beaucoup pour l'intervention, Anne Boulestin aussi de la part de l'ANSM. Je pense que c'était aussi important qu'on puisse avoir cette présence pendant ces journées. Donc, merci encore infiniment à tous pour votre implication. C'est ce qui nous motive aussi derrière à continuer à vous apporter des choses. Alors, comme à chaque fois, je suis désolée, je vais vous demander pour la dernière fois pour mon questionnaire de satisfaction. C'est ce que c'est important pour moi et c'est le retour qu'il faut que j'ai de votre part. Donc, je vous l'ai mis sur la messagerie pour que vous puissiez me le remplir. C'est vraiment rapide, c'est toujours les mêmes questions, mais ça me permettra de faire Je suis madame statistique, donc avoir des statistiques sur tout pour derrière pouvoir encore s'améliorer. Donc, je vous le laisse en ligne sur la messagerie. Il est aussi là projeté. Donc, je vous remercie vraiment de pouvoir le remplir. Je remercie aussi les correspondants régionaux d'hémovigilance, donc Emmanuel, Dorine, Philippe, qui sont toujours aussi très, très investis dans ce qu'ils font. Et ça a été un vrai succès, cette réactovigilance. Donc, merci. Merci pour ce partage d'informations et pour votre expertise aussi sur le terrain, votre implication sur le terrain. C'est indispensable. Et puis, merci aux fabricants qui étaient là aussi pour répondre à nos questions et à tous ceux qui se sont connectés à une ou plusieurs présentations. Voilà, donc je vous propose de clôturer cette semaine. Et puis, la semaine prochaine, je reviendrai vers vous par mail avec les attestations pour voir comment est-ce que je peux vous transférer les vidéos avec le nouveau site Internet. Je vous informerai de tout ça au fur et à mesure avant Noël, promis. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis un bon week-end puisqu'on est vendredi soir. Merci. Merci Daniela. Merci à tous. Merci encore Emmanuel. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, pareil. Merci, au revoir. Merci Anne. Avec plaisir.